Salut à tous, aujourd'hui on va se pencher sur la fabrique d'un mythe, celui de James Dean. Rien que le nom, ça évoque tout de suite une image, le rebelle, le blouson rouge, le regard intense. Mais derrière cette photo quasi parfaite, il y a une question qui est fascinante. Comment un acteur avec une carrière aussi incroyablement courte a-t-il pu laisser une trace aussi profonde, aussi indélébile dans la culture? C'est ce qu'on va explorer ensemble. On va aller droit au but, au cœur du paradoxe James Dean. Les chiffres sont juste fous. 3 films seulement en tête d'affiche, une vie fauchée à 24 ans. Et pourtant, des décennies plus tard, son visage est partout, son influence est toujours là. Alors comment c'était clair? Ce passage express dans l'histoire d'Hollywood a-t-il pu donner naissance à une légende aussi tenace? C'est un peu l'énigme qu'on va essayer de résoudre. Pour bien comprendre ce phénomène, on va suivre un parcours en 4 grandes étapes. D'abord, on va aller voir du côté de sa jeunesse, là où les failles se sont créées. Ensuite, on assistera à son ascension, mais alors une ascension explosive à Hollywood. Après ça, on parlera de sa passion pour la vitesse et de sa fin tragique. Et pour finir, on analysera comment sa mort, paradoxalement, a construit son immortalité. En fait, on ne peut pas vraiment comprendre l'acteur James Dean si on ne rencontre pas d'abord le jeune Jimmy. Ses rôles les plus cultes, vous savez, ceux de ces ados en manque d'amour, en quête de reconnaissance, eh bien, ils ne sortent pas de nulle part. Ils sont directement plantés dans les cicatrices de sa propre enfance. Des blessures qui ont, littéralement, sculpté le personnage que le monde entier allait adorer. 9 ans. C'est l'âge du premier tremblement de terre dans la vie de James Dean. Sa mère, Mildred, qui était la seule personne selon lui à vraiment le comprendre, meurt d'un cancer. Pour lui, c'est une véritable amputation affective. Ça le laisse dans un désarroi complet. Ce vide, ce manque, il va essayer de le combler toute sa vie. Et c'est exactement ce qu'on retrouvera plus tard dans le regard si torturé de ses personnages. Et ce premier drame, ce n'est que le début. C'est une succession de chocs. D'abord, il y a l'exil. Son père, Winston, qui se sent incapable de s'occuper de lui, l'envoie de la Californie à la ferme de son oncle et de sa tante, dans l'Indiana. Il est complètement déraciné. Et ce père, c'est une figure glaciale, distante, quasi absente. Cette recherche désespérée de l'amour d'un père, ça va devenir le moteur de son personnage Cal dans À l'Est d'Éden. Et puis il y a une ombre terrible qui plane. Son amie Elizabeth Taylor rencontra bien plus tard que Dean lui avait avoué avoir été abusé par un pasteur. Et enfin, même son corps semble le trahir. Un accident de trapèze lui casse 2 dents de devant, ce qui va lui causer des problèmes d'élocution, ce fameux marmonnement qui deviendra par une drôle d'ironie une de ses marques de fabrique. Toutes ces blessures mises ensemble créent un cocktail explosif de fragilité et de colère rentrée. Bon, maintenant, voyons comment ce jeune homme, pétri de failles, va réussir à transformer son mal-être en un talent brut qui va tout balayer sur son passage à Hollywood. Parce que son ascension, ce n'est pas une simple progression de carrière, non, c'est une véritable déflagration. En l'espace de quelques mois, il va passer du statut de parfait inconnu à celui de star mondiale. Ce qui est dingue quand on regarde, c'est la vitesse. Tout est concentré, ces 3 films majeurs sortent sur une période hyper courte. À l'Est d'Éden et La Fureur de vivre sortent la même année, en 1955. Géant, lui, sortira en 1956, après sa mort. C'est du jamais vu. En moins de 18 mois, il a gravé son nom pour toujours dans l'histoire du cinéma avec une trilogie qui allait définir toute une génération. Cette rapidité extrême, ça a forcément contribué à la puissance de son impact. Et ça illustre parfaitement la nature de son talent. Cette citation d'Elia Kazan, qui est l'un des plus grands directeurs d'acteurs de tous les temps, elle est essentielle. Kazan ne dit pas « il jouait bien le rôle de Cal », non. Il dit « il était Cal ». La frontière entre l'homme et le personnage était complètement floue. Dean n'interprétait pas un rôle, il laissait sortir sa propre angoisse, sa propre quête d'amour. Ce n'est plus du jeu d'acteur là, c'est une mise à nu. Et c'est cette authenticité, cette vérité à fleur de peau qui a tout de suite fasciné le public. Si À l'Est d'Éden le révèle au grand public, c'est vraiment la fureur de vivre qui le transforme en mythe. Avec le personnage de Jim Stark, il devient le porte-drapeau de toute la jeunesse de l'après-Bear. Une jeunesse qui ne se reconnaît plus dans les valeurs de ses parents, qui ressent un mal-être profond sans vraiment pouvoir mettre de mots dessus. Son personnage, à la fois si fragile et si révolté, devient le symbole absolu de l'angoisse de l'adolescence. Il a donné un visage et une voix à une génération entière qui se sentait totalement incomprise. Cette fureur qu'il exprime à l'écran, ce n'est pas juste de la comédie. Il la vit tout aussi fort en dehors des tournages, notamment à travers une passion qui le dévore et qui est très dangereuse, la course automobile. C'est cette même pulsion de vie, cette même soif d'intensité qui va le conduire tout droit à sa perte. Ça crée une symétrie assez terrible entre son art et sa propre vie. Et voilà l'instrument du destin, sa Porsche 550 Spider, une voiture de course, une bête féroce. Le surnom qui lui donne en dit long, Little Bastard, le petit salaud. C'est un nom qui est à la fois affectueux et en même temps un peu morbide, presque comme une prémonition. C'est un peu comme s'il sentait le danger, la nature rebelle de cette machine qui était en quelque sorte son double mécanique. Le décor est planté. On est le 30 septembre 1955. Le tournage de Géant est à peine terminé. Les clauses de son contrat qui lui interdisaient de faire de la course automobile sont levées. Il est libre. Alors il prend la route au volant de son petit salaud
avec son mécanicien. Direction, une course à Salinas, en Californie. C'est un jour qui devait être un jour de passion et qui va basculer dans la tragédie. L'accident en lui-même est au cœur du mythe. À un carrefour, une autre voiture lui coupe la priorité. Le choc est inévitable. Mais la question c'est, à quelle vitesse est-ce qu'il roulait? C'est là que la légende commence à prendre le dessus sur les faits. Le premier rapport qui se base sur le compteur retrouvé bloqué parle de 185 km/h. Ça forge l'image du rebelle qui vit à fond et qui meurt par son propre excès. Mais des années plus tard, un officier de police qui était sur les lieux estimera sa vitesse à environ 90 km/h, ce qui était la limite autorisée. Et cette controverse, elle est essentielle parce qu'elle permet à chacun de choisir sa version du mythe. 24 ans, c'est tout. L'âge où les carrières commencent à peine. La sienne, elle s'arrête net, sur une route de Californie. La brutalité de cette fin, en plein début de sa gloire, c'est un choc monumental. Et à cause de ça, il est figé pour l'éternité. Il ne vieillira jamais, il ne fera jamais un mauvais film, il ne pourra jamais décevoir. Et c'est là tout le paradoxe. Sa mort, ce n'est pas la fin de son histoire. C'est le véritable début de sa légende. En mourant si jeune, au moment précis où il incarnait la jeunesse du monde entier, James Dean échappe au temps qui passe. Sa mort, c'est comme un fixateur sur une photo. Ça a préservé son image pour toujours et ça l'a propulsé directement dans la dimension du mythe. Son héritage est juste colossal, il faut y penser. Il est le seul acteur de toute l'histoire à avoir été nommé 2 fois pour l'Oscar du meilleur acteur après sa mort. C'est une reconnaissance incroyable. Son influence, elle est immense. On la retrouve dans la gestuelle boudeuse et la fragilité d'un Elvis Presley, qui, paraît-il, connaissait ses dialogues par cœur. On la revoit bien plus tard dans le jeu très intense d'un Johnny Depp, qui a souvent joué des marginaux très sensibles. Il est resté l'icône intemporelle de la jeunesse révoltée, parce qu'il incarne ce sentiment universel, celui de ne pas se sentir à sa place dans le monde. Cette phrase, elle est tirée du Petit Prince de Saint-Exupéry, et elle est gravée sur son mémorial. Elle est d'une justesse poignante. Elle résume parfaitement son mystère. Ce qu'on voyait à l'écran, la beauté, la rébellion, ce n'était que la partie visible d'un immense iceberg de douleur et de sensibilité. Chez James Dean, l'essentiel, c'était effectivement invisible. C'était son âme tourmentée qu'il a offerte au cinéma et qui aujourd'hui encore continue de nous toucher. Au fond, quand on y pense, toutes les pièces du puzzle s'emboîtent. Une jeunesse traumatisante qui a nourri une authenticité explosive à l'écran. Une carrière fulgurante, stoppée net par une mort tragique. Tout ça, ça ne pouvait que devenir un mythe immortel. Alors la question qui reste, c'est: est-ce qu'il a consciemment utilisé ses propres démons pour devenir une star? Est-ce qu'il était le metteur en scène de sa propre légende? Ou est-ce qu'il a simplement été consumé, brûlé par cette même intensité, cette fameuse fureur de vivre qui l'a rendu célèbre, devenant au passage la toute première victime de son propre mythe? La réponse finalement, comme l'essentiel, est peut-être invisible pour les yeux.